Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de vie professionnelle, mais on va surtout parler de freelance. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé récemment. C'est un sujet qui me concerne de très près, puisque je suis freelance depuis des années au Canada. Au fil des années, j'ai appris énormément de choses sur le statut de freelance au Canada et aujourd'hui on va surtout se concentrer sur la partie de votre statut, le statut de l'entreprise et comment se faire payer. On va aussi parler un petit peu des impôts. Si jamais il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite sur le statut de freelance au Canada, je serais ravie d'en parler avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire avec les sujets qui vous intéresseraient. Avant qu'on aille plus loin dans les différents statuts, je voulais vous partager une définition du travailleur indépendant, du freelance, pour être sûr que tout le monde a la même définition, la même notion, qu'on est tous sur la même page avant d'aller plus loin. Alors un freelance, c'est le terme anglophone que beaucoup utilisent même en français. Être un freelance en français, c'est tout simplement être un travailleur indépendant. Un freelance ou un travailleur indépendant n'est pas salarié et il va réaliser des missions de manière indépendante pour plusieurs clients différents. C'est très important cette notion de clients différents. Si vous avez qu'un seul client en freelance, ça peut être problématique. Donc, enfin en tout cas, non. Si vous avez un seul client qui vous fait travailler autant que si vous étiez à plein temps, ça peut être problématique. Donc je vous encourage à faire des recherches dans ce sens-là. Je ne veux pas rentrer au cas par cas, donc je vous encourage de faire des recherches dans ce sens-là pour être sûr que vous respectez la loi. Par exemple, dans mon cas, au fil des années, j'ai eu des missions diverses et variées, vraiment diverses et variées, mais pour vous donner quelques exemples, j'ai été consultante en réseaux sociaux, animatrice d'ateliers, comme je le fais encore maintenant, coordinatrice pour des écoles, donc j'ai vraiment un éventail de missions qui est très varié, mais c'est aussi l'avantage en fait d'avoir des profils comme le mien, c'est que je peux un petit peu toucher à tout. Une autre chose dont je voulais parler avant qu'on parle des statuts, c'est les prérequis pour devenir freelance au Canada. Il faut faire attention à votre statut d'immigration parce que vous devez absolument avoir un permis de travail ouvert pour être travailleur indépendant ou travailleur autonome, vous verrez aussi en France et au Canada. Vous pouvez être en PVT, en résidence permanente, mais vous ne pouvez pas être freelance si vous avez un permis fermé, sauf quelques exceptions que je vous encouragerais à rechercher, mais en général, vous devez vraiment avoir un permis ouvert et avec un permis fermé, vous ne pouvez pas être freelance puisque vous avez un permis qui a été accordé pour cet emploi-là avec cette entreprise-là. Vous n'avez pas de liberté de travailler avec d'autres personnes. La deuxième chose auquel il va falloir faire attention, c'est votre domaine d'activité. Vous allez devoir vérifier les réglementations de votre profession et voir si vous êtes autorisé à travailler en freelance dans cette profession ou si vous avez besoin par exemple de passer des certificats ou vous avez besoin d'autorisation spécifique. Maintenant que vous avez toutes ces informations et que vous savez si vous pouvez être freelance au Canada, on va parler des démarches administratives et des différents statuts parce qu'il y a plusieurs façons d'être travailleur indépendant au Canada. Déjà, avant d'aller plus loin, je voulais le dire en introduction puis j'ai oublié, mais félicitations parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est soit que vous avez déménagé au Canada et vous voulez emmener votre activité que vous aviez peut-être dans votre pays d'origine et vous voulez savoir comment ça va se passer ici, ou vous êtes en train de lancer votre activité complémentaire au Canada et donc vous commencez votre aventure de freelance. Donc dans tous les cas c'est excitant, c'est passionnant, c'est de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc je voulais qu'on prenne un petit moment pour apprécier cette nouvelle étape dans votre vie et voilà, se rendre compte qu'il y a du chemin de parcouru et que vous avez plein de choses excitantes qui vont arriver dans votre vie. Ça, c'est la partie administrative qui est la plus fun, mais c'est important de connaître parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas toutes ces informations. C'était un peu plus compliqué de trouver les informations et je suis contente aujourd'hui de pouvoir vous pointer dans la bonne direction. On va parler aujourd'hui de 3 façons différentes d'être travailleur indépendant et j'ai envie de vous dire que je les ai classées du plus simple au plus compliqué, mais c'est surtout du plus léger au niveau administratif, donc pour une activité complémentaire, à un statut plus établi si c'est votre activité principale. On va commencer d'abord par le travailleur autonome non enregistré.
C'est honnêtement, entre vous et moi, la solution qui est la plus accessible, qui est la plus simple et qui est la meilleure selon moi si c'est une activité que vous faites à côté de votre emploi principal. Et c'est aussi un bon moyen, je trouve, de tester si ça peut vous convenir sans que vous ayez trop d'engagement. Il y a une autre situation où ça peut être aussi idéal, je trouve, c'est si jamais on vous propose une opportunité ponctuelle, mais que c'est pas quelque chose que vous allez faire régulièrement, ou en tout cas pas au début, et ça va vous permettre de mettre, de tout doucement voir s'il y a des opportunités, ou de répondre à juste une demande qu'on vous a proposée. En tant que travailleur autonome, donc en anglais quand vous allez le voir c'est self-employed, vous pouvez facturer vos clients sous votre nom propre sans enregistrer votre entreprise. Vos revenus vont être déclarés dans votre déclaration personnelle, donc dans la déclaration que vous faites toutes les années aux impôts. Et cette option, elle est disponible sous certaines conditions. Donc attention, vous ne pouvez pas tout faire, parce que souvent quand j'explique ici qu'on peut facturer nos clients sans avoir de numéro d'entreprise, sans enregistrer, les gens ils pensent que tout de suite allez c'est la fête, on peut tout faire et qu'il n'y a pas de règles et surtout qu'on ne doit pas déclarer aux impôts. Non, vous devez déclarer tout ça aux impôts, mais surtout vous devez facturer sous votre nom propre. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un nom commercial. Donc ça c'est important. J'avais une conversation avec une autre entrepreneur cette semaine qui me disait qu'elle avait enregistré dès le départ parce qu'elle ne voulait pas utiliser son nom propre par exemple. Moi pendant des années j'ai utilisé mon nom propre parce que ça ne me dérangeait pas en fait qu'on voit sur ma facture qui est marqué Astrid Moulin. C'était pas un problème parce que les gens faisaient le lien. Tout dépend de l'activité, la perspective peut être différente. Moi, mon nom, il était déjà public de toute façon, donc ça me dérangeait pas du tout. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, et vous déclarerez vos revenus autonomes dans vos impôts. Pour avoir la possibilité d'avoir ce statut-là, il ne faut pas que vos revenus ils dépassent le seuil des 30 000 $. On dit par an souvent, mais en fait c'est pas par an, c'est sur 4 trimestres consécutifs. Ça veut dire que si vous avez fait 2 très bons trimestres à la fin de l'année et 2 très bons trimestres au début de l'année, potentiellement vous allez les dépasser, alors que peut-être si vous avez quelque chose de plus linéaire sur l'année, vous n'allez pas les dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous ne dépassez pas ce montant-là, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer votre entreprise. Les avantages selon moi, c'est quand même qu'il y a beaucoup moins de paperasse, c'est aussi qu'il y a moins de coûts, parce que là vous partez de zéro, donc si vous êtes par exemple graphiste, vous avez besoin de votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, de payer quelque chose pour avoir un numéro d'entreprise, enfin voilà, là c'est vraiment ça vous coûte rien, c'est un bon moyen, comme je vous disais, pour commencer, pour voir si vous y tenez et savoir si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure-là sans vous engager trop. Et c'est aussi pratique si jamais, comme je vous disais, vous avez une mission de temps en temps ou que vous avez une mission ponctuelle. Je trouve, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai commencé et c'était beaucoup moins lourd au niveau administratif parce que une fois qu'après vous êtes enregistré, on va en parler plus tard, mais il y a d'autres engagements, il y a plus de paperasse à faire. Donc ça c'est un bon moyen et de toute façon de commencer comme ça vous empêche pas après de basculer. J'ai souvent entendu des gens qui me disaient « Ah non mais moi tout de suite j'ai voulu avoir mon numéro d'entreprise parce que ça fait plus sérieux, tout ça ». Moi c'est sûr que j'ai dû avoir des conversations avec des gens, avec des clients, leur dire « Pour l'instant, voilà, j'ai pas de numéro d'entreprise pour l'instant parce que je suis en dessous de la barre et que pour l'instant pour moi c'est un moyen d'éviter d'avoir de la paperasse ». C'est plus que les gens sont pas forcément au courant, mais quand on leur explique, il n'y a pas de souci parce que de toute façon eux ils vont déclarer, donc dans tous les cas eux ils vont déclarer de leur côté, vous allez déclarer dans vos impôts. Et puis surtout c'est légal en fait. donc voilà, je trouvais que c'était une bonne manière de s'acclimater et de prendre de bonnes habitudes avant de se lancer peut-être un petit peu plus dans le grand bain. Comme je vous disais pour la déclaration d'impôt, c'est fait dans votre déclaration d'impôt personnelle, c'est considéré comme un revenu complémentaire. Moi personnellement, je préfère faire appel à un comptable, je vous mettrai le lien vers mon article sur le blog qui parle des impôts et vous avez le contact de mon comptable qui est basé à Montréal, donc qui parle français. Ça fait maintenant ça doit faire 4-5 ans qu'il s'occupe de mes impôts et il est très bien. J'ai envoyé plusieurs personnes et j'ai vu que des bons retours, qui m'avaient été recommandés par quelqu'un que je connaissais aussi et ça m'enlève la pression, il n'est pas très cher. Et ça m'enlève la pression de faire une erreur. Après, vous recevez les documents qui ont été remplis, vous allez les relire, vous allez voir, voilà, vous pouvez toujours faire cette partie-là. Mais c'est vrai que quand après vous commencez à avoir différents revenus, différents clients, par exemple,
vous allez avoir des clients qui vont vous fournir une forme de T4 en freelance, mais vous avez déjà fait une facture qui a été, qui ressort dans votre bilan de l'année. Donc il faut être sûr de bien soustraire ça pour pas en fait vous faire imposer 2 fois sur ces revenus-là. Bref, quand j'ai choisi l'année où j'ai choisi d'avoir un comptable, c'est l'année où j'ai été salarié, j'ai été freelance, j'ai été au chômage et je me suis dit et j'étais en résidence permanente à ce moment-là et je me suis dit en fait si je fais une bêtise, j'avais trop peur que voilà, ils pensent que c'était une fraude et qu'on allait me renvoyer dans mon pays. Alors pas que voilà, la France c'est un très beau pays, mais j'avais construit tellement de choses ici, je voulais rester ici. Et donc j'ai fait appel à un comptable et voilà, depuis toutes ces années maintenant, je travaille avec lui et j'en suis. Ben donc c'est bien ça, donc c'est 2020. J'ai commencé avec lui 2020, donc ça fait 5 ans cette année. Ça passe tellement vite. Oh, ça passe tellement vite. Donc, on parle là, les impôts, c'est plutôt simple, c'est en activité complémentaire quand vous les remplissez. Après, il y a quand même des inconvénients, c'est qu'il y a certains clients qui vont exiger que vous ayez un numéro pour travailler avec eux. Alors, vous pouvez en discuter avec eux, honnêtement. J'ai travaillé avec des entités du gouvernement où ils m'ont demandé, et quand on a échangé, on a trouvé un terrain d'entente parce que c'est légal. C'est pas quelque chose c'est un statut qui existe, donc il n'y a pas de raison de vous le refuser. C'est juste que certains ne savent pas que c'est possible, donc il faut passer un peu plus de temps à leur expliquer. C'est pour ça que c'est important vous aussi de faire vos recherches et de comprendre ce statut pour être capable de l'expliquer si vous vous retrouvez dans une situation comme ça. Mais sachez que j'ai travaillé avec plein d'organismes et que j'ai pu le faire pendant des années, donc c'est possible. La seconde limite, c'est que vous avez une responsabilité qui est illimitée. Ça veut dire que comme vous êtes en nom propre, vous n'avez aucune protection légale en cas de dette, puisque c'est votre personne, c'est pas votre entreprise, c'est vous qui avez des dettes. Donc ça, c'est juste à savoir, je voulais quand même le mettre là-dedans parce que c'est quand même important. Il n'y a pas de séparation entre l'entreprise et votre personne propre. Est-ce qu'on dit personne propre, non propre, personne propre, votre personne? Vous avez compris l'idée. Honnêtement, comme je vous disais, c'est vraiment un bon moyen de commencer. C'est souvent la première étape pour les freelances au Canada et c'est une bonne option si vous avez une activité complémentaire, si vous testez votre activité et avant de savoir si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, que vous êtes prêt à vous lancer dans le grand bain. Comme je vous ai dit, moi c'est comme ça que j'ai commencé parce que c'était moins lourd en termes administratifs, que j'avais pas envie de me rajouter cette surcharge d'administratif, de devoir déclarer l'équivalent de la TVA tous les mois. J'avais pas envie de faire tout ça et comme c'était une activité complémentaire qui a pris plus de place au fur et à mesure, mais c'était une activité complémentaire avec quelques contrats ponctuels voilà, par an, c'était vraiment, enfin moi je vous encourage vraiment à commencer comme ça. Des fois j'en ai qui me disent oui mais je veux pas après devoir, si je travaille avec des clients réguliers, leur dire que maintenant je facture la TVA alors que, enfin je dis TVA, c'est pas le même nom ici, hein, mais c'est juste, on en parlera après. C'est juste que, enfin, on peut avoir la conversation avec ses clients. J'ai des clients à qui j'ai dû dire, bon voilà, avant je la facturais pas, maintenant je la facture, j'ai changé de statut. Et au contraire, ils étaient contents parce que ça veut dire que mon entreprise elle évolue, que mon activité elle évolue, donc au contraire les réactions que j'ai eues c'est bah félicitations, on est trop content pour toi. Donc voilà, ça peut vous aider à... J'essaie d'anticiper un peu vos questions parce que c'est les questions ou en tout cas les conversations que j'ai pu avoir autour de moi et il y en a aussi beaucoup, je pense que c'est pour avoir une certaine forme de légitimité. Moi ça m'a jamais gêné dans ma légitimité parce que je savais la valeur de ce que j'apportais. Après, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a toujours le syndrome de l'imposteur quelque part qui se promène, mais c'est vrai que peut-être que ça peut aider aussi certaines personnes à ce niveau-là. La seconde option, c'est de devenir travailleur autonome enregistré. Donc si votre activité elle commence à prendre un petit peu de l'ampleur et que vous voulez avoir un peu plus de structure, la prochaine étape c'est de vous enregistrer. La grosse différence c'est que cette étape elle est obligatoire si vous déclarez plus de 30 000 $ de revenus sur 4 trimestres consécutifs. Je le répète, attention, parce que souvent on va dire 1 an, mais c'est vraiment 4 trimestres consécutifs. Le problème c'est que si vous ne déclarez pas, vous allez pouvoir vous faire rattraper par les impôts, donc c'est quand même dommage. Et c'est souvent la suite en fait à la première solution. En tout cas dans mon cas ça l'a été, puisque après arriver à un certain point, et même honnêtement si vous arrivez autour des 25 000 et que, enfin, c'est vite fait de passer la barre des 30 000 sans y avoir fait attention. Je veux dire,
autour de 30 000, autour de 25 000, commencez à vous renseigner et à peut-être envisager à vous enregistrer pour être sûr que vous avez un petit peu de marge. Mais souvent, voilà, les freelances qui ont commencé sans être enregistrés, ils passent à cette étape-là quand leur revenu approche les 30 000 $. Et on va parler maintenant des différences et des avantages. Contrairement à la première option où vous deviez utiliser votre nom propre, là, vous allez pouvoir utiliser un nom commercial. Donc, par exemple, pour être concret, au lieu d'utiliser Astrid Moulin, maintenant je pourrais utiliser AM Consulting. C'est pas le nom de mon entreprise, mais voilà, AM Consulting si je voulais, je pourrais l'appeler comme ça. Alors que dans la première option, j'ai pas le droit de facturer sous un nom commercial. La prochaine grosse différence, c'est que en étant enregistré, vous allez aussi facturer la HST, c'est l'équivalent de la TVA. Alors attention, parce que ça, le montant il va changer, enfin le pourcentage il va changer suivant les provinces, donc je vous invite vraiment à regarder quel montant vous devez facturer dans votre province. Une autre différence, c'est que vous allez aussi pouvoir ouvrir un compte professionnel. Donc ça, c'est obligatoire aussi, puisque pour ouvrir un compte en banque professionnelle, vous allez avoir besoin d'un numéro d'entreprise. Si jamais, alors je pense que dans toutes les banques, mais je sais que par exemple, Scotiabank, ils ont des spécialistes. Je vous dis vraiment, ça doit être dans toutes les... C'est juste que c'est les seuls à qui je parle. Vous avez des spécialistes petits business, petites entreprises. Donc vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec eux, leur poser des questions, voir ce qui est plus adapté à votre activité et voir quelle offre serait plus alignée avec ce dont vous avez besoin. Une autre différence, et j'en parlais juste avant, c'est aussi que ça vous donne plus de crédibilité en étant enregistré, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment, tant que vous êtes en dessous des 30 000 $ sur 4 trimestres consécutifs, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, en termes d'impôts, on reste sur quelque chose d'assez similaire parce que vous déclarez toujours vos impôts dans votre déclaration d'impôts personnelle. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Sans vous en dire trop, je n'ai pas encore fait de déclaration en étant enregistré, donc je ne peux pas vous en dire plus sur vraiment la partie technique, mais cette année, ce sera la première année, donc je pourrais vous raconter ça dans un an, si ça vous intéresse toujours. D'après les recherches que j'ai pu faire, vous voyez la lumière bouger, hein. Je pense que on va pas se plaindre, mais il y a beaucoup de soleil à Toronto ces jours-ci, donc pour filmer, ça a été un petit peu plus compliqué. J'aime bien quand il fait un peu plus gris pour avoir bien ma lumière rose qui ressort, mais là, bon, voilà. Je dois probablement changer de luminosité plusieurs fois, mais on va pas se plaindre qu'il fasse beau à Toronto. Donc voilà, c'est juste pour... parce que je vois que ça arrête pas de changer en face de moi. Cette option, d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est une bonne option si vos revenus ne dépassent pas les 80 000 $ par an. Dans le cas où vous dépasserez les 80 000 $ par an, on parlera de ça dans la troisième option. Comment ça se passe pour être un travailleur indépendant enregistré? Alors il faut vous enregistrer. C'est assez simple, mais honnêtement c'est pas super clair. Vous devez vous enregistrer en ligne. Donc ça, là si vous êtes en Ontario, c'est sur Service Ontario. Vous demandez à faire une déclaration, voilà, que vous voulez enregistrer une entreprise. Et quand vous aurez rempli vos documents, vous allez recevoir un numéro d'entreprise assez rapidement. Honnêtement, ça prend quelques minutes à ce que vous l'ayez, c'est généré automatiquement. Et vous allez en avoir besoin pour vous enregistrer après sur le site des impôts. Donc l'Agence du revenu du Canada, je ne sais pas pourquoi je perds le nom. Attention, ça prend quelques jours à ce que votre numéro il soit reconnu dans leur système, donc si vous le faites tout de suite, ça va vous dire que vous n'êtes pas enregistré. Il faut attendre un petit peu. Et pour faire cet enregistrement, ça va vous coûter entre 60 et 80 $. Moi, j'ai payé 60 $ en Ontario, mais c'est à peu près la norme, c'est à peu près entre 60 et 80 $. Donc, c'est pas un gros engagement non plus financier. Comme je vous disais, vous allez recevoir vos documents quelques minutes après. Ensuite, il va falloir vous inscrire aux impôts. Et comme je vous disais, ça va prendre quelques jours, le temps que le système y reconnaisse votre numéro d'entreprise. Et ensuite, il va falloir déclarer cette HST, donc l'équivalent de la TVA, pour le gouvernement. Il faut leur dire ce que vous gagnez. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le faire tous les mois, au trimestre ou à l'année. Moi personnellement, je trouve qu'à l'année c'est trop long parce que ça va faire un gros montant. Je préfère que ce soit fait au trimestre pour pouvoir étaler, mais après c'est chacun fait comme bon lui semble. Non, mais c'est fou. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai un pull, mais en fait je meurs de chaud. Il fait presque 25 degrés dans l'appartement
et pourtant il fait que 7 degrés dehors. C'est, si vous l'avez vu, si vous regardez mes vlogs aussi, en fait il fait super chaud parce que dans les condos comme ça on a plein de vitres et dès que le soleil tape, c'est un sauna. Voilà. Parenthèse terminée, et on va maintenant passer sur l'entreprise incorporée. C'est l'option qui implique le plus d'administratif, et pour avoir une entreprise incorporée, on doit s'enregistrer mais différemment. Et la différence, c'est que l'entreprise, elle devient une entité qui est complètement séparée de votre personne. Ça veut dire que vos biens personnels, ils sont protégés en cas de dette. Donc, vous savez, dans les 2 premières options, je vous ai dit que c'était, il n'y avait pas de séparation entre vous et votre entreprise. Là, vous avez 2 entités séparées. Donc, vos finances personnelles et vos finances professionnelles, elles sont aussi complètement séparées. Le taux d'imposition, il est aussi différent avec cette option-là, et c'est pour ça que tout ce que j'ai lu disait que c'était quelque chose à considérer si vos revenus ils dépassent les 80 000 $ par an pour optimiser vos impôts. Dans ce cas-là, l'administratif est beaucoup plus lourd que dans les 2 premières options, et si vous décidez de vous incorporer, je vous encourage vraiment à consulter un comptable pour savoir quelle est la meilleure option pour vous, parce que c'est quand même l'option la plus lourde des 3, qui vous engage le plus et qui demandera aussi la plus grande rigueur, parce que c'est là où il y a le coût les plus élevé, où vous avez besoin de faire de plus de retours. Mais ça peut vraiment avoir du sens suivant votre activité et suivant au niveau où vous en êtes. Donc ça, c'est après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre entreprise et surtout où vous en êtes, puisque je ne connais pas vos revenus, je ne connais pas votre domaine, donc je vous renvoie vers un comptable. On va parler ensuite du paiement, parce que c'est une question qui revient très souvent, comment je me fais payer en freelance. Et tout d'abord, il va falloir commencer par émettre une facture. Moi personnellement, j'utilise la version gratuite de Wave, je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'utilise depuis des années, ça me convient très bien, mais vous pouvez trouver le logiciel qui vous convient et qui fonctionne pour vous. Je vous encourage à regarder sur YouTube par exemple et voir des vidéos comparatives de différents services. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent QuickBooks, je crois. QuickBooks, je sais pas. En tout cas, moi j'avais trouvé Wave qui est très pratique, qui me convient très bien pour mes besoins, et c'est la seule recommandation que je peux vous faire. En ce qui concerne les paiements, vous avez 4 options. Vous pouvez être payé par Interac, donc c'est les virements qui peuvent se faire de compte à compte, de la même manière que vous êtes payé par vos amis, parce que sur votre compte, vous pouvez ajouter différentes adresses email. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même donner votre adresse professionnelle, pas l'adresse que vous utilisez personnelle, mais ça peut arriver tout sur le même compte en banque. Vous pouvez aussi être payé par chèque, et vous pouvez utiliser l'application de banque pour le déposer ou aller le déposer directement à la banque. Et contrairement à la France, alors je prends l'exemple de la France, mais que le montant il est versé immédiatement sur votre compte. Souvent, le temps que vous sortez de la banque, c'est fait, ou même si vous le mettez sur l'application, dans la minute qui suit, ça va être sur votre compte. Moi, je les prends souvent en photo, je trouve que c'est plus simple que d'aller à la banque. Il y a certains organismes qui utilisent encore des chèques, ça c'est rare, mais enfin c'est rare, pas tant que ça quand même, suivant les organismes avec qui je travaille, ils me payent en chèque, donc bon voilà, moi honnêtement, tant que vous me payez, surtout qu'un chèque, ça prend juste un peu plus de temps, mais après je fais 3 clics sur mon téléphone et je l'ai, donc voilà, ça me dérange pas du tout. Ensuite, vous pouvez être payé par Wise si vous avez des virements qui viennent de l'étranger, ou encore en donnant un chèque annulé à votre client. Si vous n'en avez pas, c'est facilement téléchargeable sur le site de votre banque dans les documents à télécharger. Si vous envoyez votre facture, en général, moi ce que je fais, c'est que je mets toujours en bas, vous pouvez dire les virements peuvent être faits à Astrid machin et tout pour mon adresse mail, et ou par chèque annulé, et je mets le chèque annulé en pièce jointe de ma facture, comme ça ils ont toutes les informations. On va maintenant parler de la HST, donc l'équivalent de la TVA, parce que c'est une grosse différence entre le fait d'être enregistré ou de ne pas être enregistré, et je voulais vous partager quelques informations essentielles pour mieux comprendre. Si vous êtes enregistré, vous pouvez facturer la HST et avoir un crédit sur les achats que vous faites. Je vais vous donner un exemple. Vous allez facturer à votre client la HST, et en général, le budget que vous allez discuter, ça va être sans la taxe, et vous allez l'ajouter ensuite sur la facture. Et vous allez ensuite avoir un crédit, par exemple, quand vous achetez un nouvel ordinateur, vous allez pouvoir en quelque sorte récupérer la HST sur cet achat. Comment ça se passe? Quand vous faites votre déclaration, vous allez soustraire le montant que vous avez payé à celui qui vous a été payé. Un exemple concret, c'est si vous avez collecté 500 $ de HST et que vous avez payé 200 $ de HST sur un achat professionnel, vous allez verser 300 $ de HST. Vous pouvez, comme je vous disais, choisir de la payer au trimestre, annuellement ou même au mois, mais dans l'option du trimestre ou au mois, vous avez un mois après la fin de la période
pour payer votre déclaration, enfin faut la faire et la payer. Par contre, quand vous le faites annuellement, ça dépend. Donc ce que je vais faire pour pas vous dire de bêtises, c'est que je vais vous mettre le lien vers le site du gouvernement dans la barre de description et comme ça vous pourrez aller voir quelles informations, enfin quelles dates, comment ça se passe, ce qui s'applique pour vous. Dans tous les cas, vous devez faire votre déclaration sur le site de l'Agence du revenu canadien et attention, vous pouvez avoir des pénalités si vous déclarez votre HST en retard. Donc je vous encourage vraiment à mettre un rappel dans votre calendrier. Moi je le fais aussi pour mes notes de frais. J'ai un calendrier où voilà, je mets un rappel dans mon calendrier et je fais mes notes de frais assez régulièrement pour pas que ça soit le bazar à la fin de l'année, puis aussi pour que vous sachiez où vous en êtes dans vos dépenses professionnelles. On va terminer avec 3 erreurs à éviter. N'oubliez surtout pas de vous enregistrer si vous dépassez les 30 000 $ de revenus sur 4 trimestres consécutifs. Si vous ne faites pas et que vous prenez le risque, l'Agence du revenu canadien, elle va vous demander de rembourser les taxes que vous auriez dû payer. Donc ça veut dire que vous ne les aurez pas récupérer, mais on va vous demander de les payer. Donc faites attention. Attention aussi à bien mettre de côté pour vos impôts. C'est vraiment facile de penser que c'est tout pour nous et c'est souvent la chose que j'entends, c'est « Ah mais c'est trop bien d'être freelance parce que c'est tout pour vous quand vous n'êtes pas enregistré ». Non, on doit toujours payer des impôts. Donc vraiment mettez de l'argent de côté pour ça. Essayez de vous renseigner aussi comment vous pouvez économiser sur ces impôts-là, peut-être en mettant sur votre RRSP par exemple. Donc vraiment ne prenez pas ça à la légère. La première année où j'ai gagné plus d'argent, j'ai été bien surprise à la fin. J'avais mis de l'argent de côté mais je pensais vraiment pas que ça allait me coûter autant d'argent. Donc faites vraiment attention parce que ça peut être une très mauvaise surprise. J'étais tellement fière d'avoir mis tout cet argent de côté et au final j'ai dû en verser une bonne partie aux impôts. Vérifiez bien aussi que vous n'avez pas besoin d'une certification ou d'une licence pour exercer suivant votre domaine d'activité. Je vous encourage aussi vraiment à utiliser un logiciel de comptabilité et à suivre vos finances régulièrement pour pas avoir de mauvaises surprises au moment de la période des taxes, au moment des impôts, de la déclaration, parce que ça peut vraiment faire mal. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que ça a clarifié certaines choses. J'espère que ça vous a apporté certaines réponses. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me dire aussi s'il y a des domaines du freelance que vous voulez qu'on aborde ensemble. Ça fait maintenant... alors j'ai eu plusieurs statuts parce que j'ai commencé en France, mais en juillet, ça fera 10 ans en fait que j'ai commencé à être freelance. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai plein de choses à vous partager à tous les niveaux. Donc n'hésitez surtout pas, ça me fait plaisir de parler de ces sujets-là. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Pinterest, sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Il y a un événement, il y a un atelier en ligne sur développer son réseau qui a lieu le 12 avril. Je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez prendre votre ticket. Les places sont limitées, mais ce sera en ligne. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas à Toronto, vous allez pouvoir venir. Je vous encourage aussi à aller faire un tour sur mon blog pour voir. Il y a plein de ressources qui vont vous être utiles. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.